Vous avez probablement vu qu'aux États-Unis, dans le sillage de Donald Trump, un certain Elon Musk avait mis en place une opération de nettoyage des dépenses publiques dans ce qu'il a appelé le DOGE. Alors d'ailleurs, DOGE, c'est pour Department of Government Efficiency, ou en bon français, le département de l'efficacité gouvernementale. Certains adorent, d'autres détestent. Et parmi ceux qui détestent, il y a la gauche progressiste américaine. Et même chez nous, en France, certains médias très à gauche n'avaient pas de mots assez durs pour critiquer ce département, notamment parce qu'Elon Musk, contrairement à Trump, n'était pas élu pour le faire. Et c'est assez curieux parce qu'a priori, réduire les dépenses inutiles, ça devrait bien être le seul point qui met d'accord tout le monde. Personne, a priori, ne veut voir ses impôts dépensés de manière inefficace. Et pour essayer de comprendre pourquoi la réduction des dépenses publiques est devenue un enjeu politique, je me suis intéressé à l'un des penseurs qui a le plus influencé Elon Musk en matière d'économie. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était Illusion de la justice sociale de Thomas Sowell. Alors, pour remettre un peu de contexte, les politiques du DOGE d'Elon Musk ne sortent pas de nulle part. Elles s'inscrivent quelque part dans une longue tradition historique de lutte contre les taxes et l'ingérence de l'État dans la vie des citoyens. Cette tradition trouve ses racines dans des événements marquants tels que le Boston Tea Party de 1773 en Amérique et dans le modèle de la Révolution française de 1789. Deux moments clés où des peuples se sont levés contre des systèmes injustes de taxation et d'inégalité sociale. Aux États-Unis comme en France, la réduction du pouvoir de l'État, la réduction de l'impôt et la responsabilisation individuelle étaient des revendications cruciales, des principes qui résonnent profondément dans les réformes du DOGE et la politique de Musk. Mais il y a un petit truc en plus par rapport à la simple quête d'efficacité. Musk ne s'en prend pas uniquement à des processus mal optimisés, il s'en prend aussi à des politiques de lutte contre la discrimination positive ou de promotion de la diversité. Alors que depuis des années, dire qu'on fait des programmes d'aide pour telle ou telle minorité est systématiquement perçu de manière favorable par la presse et une partie du grand public. Et c'est ça, fondamentalement, qui fait grincer des dents. Et pour comprendre pourquoi il le fait, le dernier livre de Thomas Sowell nous donne quelques clés qui vont bien au-delà des woke à cheveux bleus, parce que la thèse de Thomas Sowell, c'est que demander à l'État d'organiser la justice sociale, c'est nuire deux fois à ceux qu'on prétend aider. D'abord en les rendant totalement dépendants de l'État, et ensuite en obtenant à long terme des résultats pires que si aucune politique n'avait été menée. Et c'est cette thèse qui est au cœur de son dernier livre et qui le conduit à exposer les illusions, les biais et les mensonges de la logique de la justice sociale et ses conséquences sur le plan économique. Thomas Sowell s'intéresse d'abord à la notion rousseauiste d'égalité naturelle entre les hommes. Cette idée, vous la connaissez, c'est celle qui postule que toute chose égale par ailleurs, les groupes humains auraient des chances égales de parvenir à tel ou tel résultat. C'est vraiment le point de départ de la plupart des luttes contre les discriminations qui sont menées par la gauche, que ce soit en matière de nombre de femmes dans les domaines scientifiques, de nombre d'Afro-Américains dans les campus universitaires, de diversité à la tête des entreprises ou des récompenses prestigieuses comme les Nobel. Si par exemple on vous dit qu'il y a un problème avec le nombre de femmes dans les carrières scientifiques, ce qu'on postule implicitement, c'est que spontanément, et toute chose égale par ailleurs, on devrait naturellement avoir une répartition à 50-50. Et dans ce premier chapitre, Thomas Sowell met une petite claque d'humilité à ceux qui pensent qu'il suffit dès lors de rendre les choses égales par ailleurs pour arriver à une égalité des résultats. Parce que c'est en fait très compliqué de rendre les choses égales par ailleurs, et qu'un nombre considérable de facteurs rentrent en ligne de compte. Par exemple, Thomas Sowell souligne que le climat et la géographie jouent un rôle disproportionné dans les préférences sportives. Il y a plus de joueurs de hockey sur glace suédois en Californie que de joueurs de hockey sur glace californiens, quand bien même la Suède est à 6500 km et que la population californienne est le quadruple de la population suédoise. Et on comprend très bien pourquoi. Pour vouloir se mettre au hockey sur glace, il faut savoir faire du patin à glace. Et c'est une compétence qu'on développe plus naturellement en Suède que sur les plages californiennes. Et ce principe-là, on peut le retrouver dans beaucoup d'autres domaines. Et puis, Thomas Sowell insiste aussi sur le rôle de la culture locale dans les spécialisations. Il prend l'exemple de la bière, qui est très bien maîtrisée par les Allemands. Et il note que dans la plupart des régions du monde, même les plus lointaines, ce sont les Allemands qui sont à la tête des brasseries. Même la bière chinoise Tsingtao a été créée par un Allemand, tout comme une majorité de bières au Brésil ou en Australie. En définitive, si on veut s'attaquer à des inégalités jusqu'au bout, on doit finir par abolir la géographie et l'histoire, en plus de changer nos
d'éventuels clichés sur la bière allemande, la cuisine française ou le patin à glace des pays nordiques. À ce stade, on pourrait croire que Thomas Sowell cautionne toutes les inégalités en s'appuyant uniquement sur l'histoire, mais pas du tout. En fait, ce qui intrigue Thomas Sowell, c'est qu'en général, lorsqu'il y a une inégalité dans un domaine d'activité, elle est compensée par une inégalité dans un autre domaine d'activité. Ce que Thomas Sowell appelle les inégalités réciproques. Pour une surreprésentation des joueurs de hockey suédois aux États-Unis, il est vraisemblable qu'en Suède, il y ait une surreprésentation des joueurs de baseball américains ou même qu'un groupe qui domine une discipline intellectuelle se fasse dominer par un autre groupe dans une discipline sportive. Si on ne s'intéresse qu'à un domaine particulier, on peut en arriver à tirer des conclusions très fausses sur les injustices entre des groupes humains, précisément parce qu'en le faisant, on perd la vision d'ensemble. L'erreur apparemment tenace selon laquelle les préjugés humains permettent seuls d'expliquer les différences de résultats économiques et sociaux entre les peuples se trouve démentie à maintes reprises par des faits concrets à travers les sociétés du monde entier. Quelle que fût la condition des êtres humains à l'aube de notre espèce, des dizaines de millénaires ont passé avant que quelqu'un invente l'expression de justice sociale. Au cours de ces vastes périodes de temps presque inimaginables, de multiples peuples ont évolué différemment dans des contextes très variés à travers le monde, développant divers talents qui ont donné lieu à des inégalités réciproques de réussite dans de nombreux domaines, sans nécessairement favoriser l'égalité ni même la comparabilité dans l'un de ces domaines. De toutes les discriminations qui agitent les États-Unis, il y en a un type en particulier qui intéresse Thomas Sowell, les discriminations raciales. Alors, petit rappel, Thomas Sowell est lui-même un Afro-Américain, qui a d'ailleurs connu un début de vie extrêmement difficile. Il a été orphelin dès son plus jeune âge, a été recueilli par une famille éloignée et a fini par fuguer à l'adolescence, se logeant pendant plusieurs mois avec d'autres sans domicile fixe. En fin de compte, ce sont les Marines de l'armée américaine qui lui ont permis de s'en sortir et de reprendre le chemin des études après une opération extérieure en Corée. Si Sowell est arrivé à Harvard, ce n'est pas grâce à des programmes de diversité et d'inclusivité, mais grâce à son travail et à son mérite. Mais donc, revenons au cas des discriminations raciales. Ce que tente de faire Sowell ici, c'est de donner une position très nuancée et factuelle. Il commence par détacher ce problème de la seule question noir versus blanc. Pour lui, les différences de revenus entre noir et blanc monopolisent l'attention alors que d'autres groupes présentent des différences supérieures encore. Le revenu médian des familles noires américaines est inférieur à celui des familles blanches américaines depuis des générations. En ce qui concerne l'ampleur de la différence, les données officielles du gouvernement remontant jusqu'à 1947 montrent que la disparité n'a jamais été supérieure à 2 pour 1 au cours de ces dernières années. Comment se situe cette disparité particulière si on la compare aux disparités entre d'autres groupes aux États-Unis ou entre des groupes d'autres pays? Aux États-Unis, le revenu médian par habitant des groupes ethniques asiatiques tels que les Chinois, les Japonais, les Indiens et les Coréens est plus de 2 fois supérieur à celui des Américains d'origine mexicaine. Ces groupes asiatiques ont également un revenu médian par habitant plus élevé que celui des Américains blancs. Les Indiens d'Asie ont un revenu médian par habitant près de 3 fois supérieur à celui des Américains d'origine mexicaine et un revenu médian par habitant supérieur de plus de 15 000 $ par an à celui des Américains de race blanche. Parmi les hommes travaillant à plein temps toute l'année, les Indiens d'Asie gagnent 39 000 $ par an de plus que les hommes blancs travaillant à temps plein toute l'année. Est-ce donc cela, la suprématie blanche contre laquelle certains nous mettent si souvent en garde? Même parmi les groupes non blancs à faible revenu, il existe un chevauchement considérable avec les revenus des Américains blancs. Par exemple, les données du recensement de 2020 montrent que plus de 9 millions de Noirs américains ont des revenus supérieurs aux revenus médians des Blancs américains. Il existe également des milliers de familles noires millionnaires et même plusieurs milliardaires noirs comme Tiger Woods ou Oprah Winfrey. En fait, Thomas Sowell essaye de ramener un peu de complexité dans un débat qui paraît souvent caricatural. Il dénonce à la fois les suprémacistes blancs qui tirent des conclusions hâtives sur le QI à partir de tests empiriques et des progressistes qui découragent les jeunes afro-américains les plus motivés parce qu'ils surestiment le racisme. Le président Barack Obama a raconté une anecdote personnelle, une discussion qu'il avait eue avec un jeune noir voulant devenir pilote de l'air. Ce jeune homme avait d'abord envisagé de s'engager dans l'armée de l'air américaine afin d'y recevoir une formation de pilote. Mais il s'était dit alors que l'armée de l'air ne laisserait jamais un noir piloter un avion. Il tenait ces propos alors qu'en réalité, des décennies plus tôt, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine avait déjà mis en place un escadron entier de pilotes de chasse noirs. Plus tard d'ailleurs, 2 de ces pilotes noirs étaient devenus généraux dans l'armée de l'air américaine. En l'empêchant d'essayer de devenir pilote, les personnes ayant endoctriné ce jeune homme lui ont nui davantage
qu'un raciste n'aurait pu le faire. Donc en définitive, sur cette thématique raciale, qui encore une fois occupe beaucoup les politiques américaines, Thomas Sowell cherche à apporter un peu de bon sens dans un débat souvent houleux. Il refuse de céder aux pressions de l'appel à la nature qui repose souvent sur des discussions génétiques, comme des appels à la culture qui reposent sur une détermination socio-culturelle et des stéréotypes. Pour Thomas Sowell, il y a des contributions sociales, comme par exemple, évidemment, la structure familiale qu'il a été le premier à pointer du doigt, notamment avec la faible présence de pères dans la communauté afro-américaine. Mais en définitive, agiter systématiquement la crainte des stéréotypes et des discriminations peut devenir une prophétie autoréalisatrice. Le prochain point qu'attaque Thomas Sowell, c'est ce qu'il appelle l'illusion des pièces d'échecs. En tant qu'économiste, Sowell est souvent surpris de constater que les économistes réfléchissent sur une situation à un instant T et partent du principe que les individus auxquels les politiques s'appliquent ne vont pas changer de comportement. Le cas le plus emblématique est celui de la taxation. Beaucoup d'hommes politiques annoncent leur volonté de taxer les plus riches et pensent intuitivement que les collectes d'impôts vont être simplement proportionnelles au taux de taxation. Mais en réalité, les plus riches, que ce soit des millionnaires ou des milliardaires, sont à l'affût de ces nouvelles taxes et comparent en permanence les options disponibles. Ils n'attendent pas simplement le passage des impôts sans rien faire, ils réagissent, ils se déplacent sur l'échiquier. Thomas Sowell donne de nombreux exemples historiques de ces changements brutaux de comportement en réaction à des lois ou des politiques économiques. Il suggère que chaque fois que l'État intervient, une réaction se produit à court ou moyen terme qui finit le plus souvent par créer une pénalité plus tard. Ainsi, Sowell est par exemple très critique des systèmes de contrôle des prix. Typiquement, c'est une mesure qui est souvent très populaire. C'est très bon pour l'image d'un ministre ou d'un président, d'annoncer qu'on bloque les prix d'un produit de première nécessité. Mais les vraies conséquences se produisent plus tard. Un président des États-Unis, Richard Nixon, parfaitement conscient des conséquences économiques négatives du contrôle des prix, a tout de même imposé celui-ci. Et lorsque l'économiste Milton Friedman critiqua sa décision, Nixon répondit « Je me fiche éperdument de ce que dit Milton Friedman. Il n'est pas candidat à la réélection ». Et le président Nixon fut en effet réélu avec une majorité encore plus importante que celle qu'il avait initialement portée à la Maison-Blanche. Quant aux conséquences économiques du contrôle des prix, elles furent identiques à ce qu'elles avaient été en d'autres lieux et à d'autres époques depuis des siècles. Pour des produits vendus à des prix fixés par le gouvernement, en dessous du niveau fixé par l'offre et la demande, la quantité demandée par les consommateurs augmenta en raison du prix artificiellement plus bas, tandis que la quantité produite par les producteurs diminuait à cause de ces mêmes prix artificiellement bas. Ni les consommateurs ni les producteurs n'étaient des pièces d'échecs inertes. Le résultat net fut une pénurie généralisée de nourriture, d'essence et de bien d'autres choses, mais ces conséquences ne devinrent évidentes qu'après l'élection. La plupart des gens sont conscients que les hommes politiques peuvent prendre de mauvaises décisions pour obtenir un petit avantage de popularité à court terme. Mais ce dont la plupart des gens ne sont pas conscients, c'est que les conséquences sont d'autant plus désastreuses que les prises de décision sont centralisées. Thomas Sowell rejette en bloc une idée qui est très populaire en France, et ce, même dans les partis de droite dure, à savoir la planification économique centralisée. Il reprend ainsi un argument qui provient de Hayek. La connaissance de ce qui permet de faire tourner l'économie est trop dispersée pour qu'une prise de décision soit laissée aux seuls soins d'une élite à la tête de l'État. La critique de Thomas Sowell est beaucoup plus subtile ici que ce que beaucoup de gens qui dénoncent les élites font habituellement. Sowell distingue une sorte de savoir qu'il appelle le savoir qui porte à conséquence. Son exemple est assez parlant. Si le commandant de bord du Titanic possédait très certainement des connaissances approfondies sur la navigation, les routes maritimes, les propriétés de son bateau et son fonctionnement, il ne savait pas, la nuit où il a coulé, où se trouvaient les icebergs. Or, c'était à cet instant-là le seul savoir nécessaire pour éviter que le bateau ne coule. Ce qu'en conclut Thomas Sowell, c'est que le savoir académique ou universitaire ne peut pas justifier à lui tout seul qu'une petite élite prenne toutes les décisions sans consulter la vaste majorité de la population. Car même le plus inéduqué des matelots qui voit un iceberg s'approcher peut sauver un équipage. D'autant plus que, tout comme nous le constatons parfois dans nos universités françaises, cette élite cultive une pensée unique, complètement déconnectée du terrain. Voici ce qu'en disait le mentor de Thomas Sowell, le Nobel d'économie, Milton Friedman. J'ai discuté
discuté et débattu avec des groupes issus du monde universitaire, des médias, de la communauté financière, du monde des fondations et j'en passe. J'ai été consterné par ce que j'ai découvert. L'homogénéité intellectuelle y atteint un degré incroyable. On accepte un ensemble de points de vue standards et on répond de façon stéréotypée à chaque objection avec l'autosatisfaction pleine de suffisance d'appartenir à un groupe d'initiés. Thomas Sowell donne de nombreux exemples de la manière dont cette pensée unique peut conduire à de mauvaises décisions, comme celle de la discrimination positive, dont il montre chiffres à l'appui qu'elle peut nuire même à ceux qu'elle prétend aider. Fondamentalement, Thomas Sowell n'est pas opposé à la quête d'une forme de justice sociale, mais il constate, d'une part, une petite élite s'est arrogé le droit de déterminer ce qu'est la justice sociale en prétendant disposer de l'ensemble des savoirs de la société, et d'autre part que cette quête de justice passe par une quête de pouvoir. Les élites intellectuelles peuvent s'imaginer posséder toutes les connaissances nécessaires pour créer le monde de justice sociale qu'elles appellent de leur vœu, malgré de nombreuses preuves du contraire. Même si pourtant elles étaient en mesure de résoudre le problème du savoir, il resterait celui du pouvoir. Comment en obtenir suffisamment pour faire tout ce qu'il faudrait faire? Et ce problème ne concerne pas seulement les élites intellectuelles, il est encore plus important et constitue un danger pour les personnes qui pourraient leur donner ce pouvoir. Mais nous ne pouvons pas continuer de céder un nombre croissant de libertés à des politiciens, bureaucrates et juges, dont sont faits concrètement les gouvernements élus, en contrepartie de discours aux allures vraisemblables, mais que nous ne nous donnons pas la peine de soumettre à l'épreuve des faits. Thomas Sowell propose dans ce livre un aperçu de quelques biais de raisonnement sur les questions du racisme, de la discrimination positive ou même de l'éducation sexuelle. En économiste, il chiffre chacun de ces constats avec des dizaines de références. Ce qu'on peut retenir de ce livre, ce sont au moins deux choses. Toutes les inégalités ne sont pas nécessairement injustes, et le fait que les programmes d'aide sociale peuvent nuire à ceux qu'ils sont censés aider en donnant un pouvoir disproportionné à l'État. On sent chez Sowell une tendance libérale qui se rapproche un petit peu de ce que propose quelqu'un comme Sargnafo ces derniers temps. Thomas Sowell interroge la centralisation du pouvoir dans les mains de l'État et remet en question les discours appelant à plus de justice sociale en pointant du doigt leurs conséquences. La démarche de Thomas Sowell, dans toute sa carrière, ça a toujours été de s'en tenir aux faits, de regarder froidement si une politique avait amélioré la situation au lieu d'écouter le discours de militants, et de prôner une forme de prudence contre ceux qui sont prêts à tout changer sans réfléchir aux conséquences. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, une vidéo un peu particulière puisqu'elle a été réalisée en collaboration avec Moss My Room, tout simplement parce qu'il connaît très bien ce livre pour l'avoir édité avec sa maison d'édition que vous connaissez bien, les éditions Carmin, qui se propose de traduire les plus grands essayistes conservateurs. Mais enfin, si vous êtes abonné à cette chaîne, normalement, vous connaissez déjà les éditions Carmin, puisque j'ai fait de nombreuses vidéos sur leurs livres. Et si c'est pas le cas, je vous conseille vivement de vous procurer ce livre de Thomas Sowell,